Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Ravi que vous écoutiez Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le 19 novembre et votre podcast aujourd'hui est animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Z sur 7. L'Observatoire de la CBC a sorti une étude dévoilant les protections que les Belges privilégient, avec une nouvelle tendance chez les 18-34 ans, comme le souligne Pierre de Volder, professeur à l'UC Louvain. Il y a une beaucoup plus grande conscientisation du Belge face aux dégâts potentiels des risques climatiques. Un bon PEB, c'est nécessaire, mais bientôt, ça deviendra obligatoire, avec des risques pour les propriétaires de biens sous le PEB-E. Olivier Carrette, CEO d'UPSI. Une location qui serait, le cas échéant, interdite si on n'obtient pas une certaine lettre qui correspond à une rénovation. Et à suivre, le nouveau guide de tartines et Boterham des boulangeries qui font du pain au levain en Wallonie, la situation économique des Pays-Bas analysée par Eric Joly et les outils de traduction basés sur l'intelligence artificielle qui gagnent en importance. Restez à l'écoute. Z sur 7 à la une. D'après l'Observatoire CBC, la majorité des Belges sont satisfaits de leurs assurances. La priorité est donnée à la protection de leurs biens, habitation, hospitalisation, famille, alors que les assurances vie ou décès sont moins fréquentes. Pierre de Volder, professeur à l'UC Louvain, détaille les raisons de cette tendance. Certaines de ces assurances sont obligatoires ou quasi obligatoires. Quand vous faites un prêt pour acheter une maison, vous devez être assuré. L'assurance voiture est obligatoire, donc ce sont beaucoup d'assurances qui sont quasi obligatoires et donc qui sont rentrées un peu aussi dans les mœurs, alors que l'assurance vie, par exemple, n'est pas du tout obligatoire et rentre en compétition avec des produits bancaires ou d'autres types de produits d'épargne. Et donc il est logique, évidemment, leur part soit plus réduite. La banque assureur remarque aussi l'impact du changement climatique chez les 18-34 ans. Près de 6 jeunes sur 10 envisagent de changer leur couverture d'assurance. Donc le premier niveau, c'est le risque d'inondation. Pierre de Volder, toujours. Où là, il y a une beaucoup plus grande conscientisation du Belge face aux dégâts potentiels des risques climatiques. Le second point, c'est que le Belge assure son vélo, assure ses panneaux photovoltaïques, donc assure un certain nombre de biens liés d'une certaine façon au climat. Et puis la troisième chose, c'est aussi la volonté du Belge de peut-être investir un peu plus dans des fonds durables, qui sont donc des investissements qui vont plus dans le sens de la durabilité et de l'environnement. L'écart générationnel se manifeste également dans la numérisation du marché. La digitalisation correspond aux attentes des 18-34 ans, alors que les générations plus âgées préfèrent un contact direct avec leurs conseillers. Patrick Dalmagne, directeur CBC Assurance. Alors on voit que le pourcentage des gens qui savent que l'on peut, par exemple, souscrire une assurance digitalement ou déclarer un sinistre augmente fortement. Alors c'est sans doute aussi parce qu'il y a plus de compagnies d'assurance qui le proposent que par le passé. Alors, on voit que les chiffres évoluent assez fort dans le fait qu'ils le font vraiment au niveau de la souscription d'assurance via le digital. Par contre, au niveau de la déclaration de sinistre, ça reste bon an mal an. Sur les 3 années d'enquête qu'on vient d'avoir, on reste à peu près au même niveau de pourcentage. Et donc ça n'évolue pas tellement. Depuis le 1er octobre, plusieurs changements législatifs ont modifié le secteur de l'assurance. Désormais, les assurés ont plus de flexibilité pour résilier leur contrat ou changer d'assureur, notamment grâce à la résiliation numérique. Pourtant, seuls 30% des Belges en sont informés. Z sur 7 à la une. Un bon PEB ou des travaux énergétiques peuvent vous faire profiter de réductions des taux en cas de crédit hypothécaire. La plupart des banques, telles que KBC, BNP Paribas Fortis ou encore ING, prévoient des réductions jusqu'à 20 points de base. On écoute Valérie Stenner, Product Manager en crédit hypothécaire chez ING. Réduction sur le taux qu'on offre en fonction de la performance énergétique et ça se mesure dans un certificat PEB. Pour ING, la priorité, c'est le client. L'orienter sur quelles sont les rénovations qu'il faut prioriser, qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact sur son PEB.
ING travaille aussi sur l'accessibilité pour encourager les propriétaires à rénover. Donc on a rouvert par exemple les crédits sur 30 ans, ce qu'on ne faisait plus. Comme ça permet de réduire la pression financière et du coup de pouvoir se permettre des rénovations à côté. Valérie Steiner, toujours. Les biens avec un mauvais PEB vont avoir tendance à perdre en valeur. On parle aussi de variabilité dans les matières premières en termes de prix. Il faut en tenir compte aussi dans les choix qu'on va faire, en termes de quel type de rénovation est-ce qu'on va mettre en place. D'ici 4 ans, les logements classés sous le PEB, eux, ne pourront plus être loués. Olivier Carrette, CEO du PSI. Il y a aussi les obligations de rénovation pour avoir une performance énergétique suffisante dans le cadre d'une location qui serait, le cas échéant, interdite si on n'obtient pas une certaine lettre qui correspond à une rénovation. Donc, beaucoup de points d'interrogation. Selon la fédération, les investisseurs se retrouvent sous pression. Ils doivent d'un côté gérer les différences fiscales entre les régions, tout en améliorant les PEB. Z sur 7 à la une. Tartines et Boterham a sorti son nouveau guide des boulangeries au levain de Wallonie. Une initiative qui, comme le souligne Jerry Brusselmans, fondateur de Tartines et Boterham, vise à mettre en lumière un secteur en difficulté. C'est pour montrer que la Wallonie a un nouveau visage aussi dans le milieu de la boulangerie, parce que de plus en plus, on entend des messages un peu, je dirais, négatifs par rapport à la boulangerie. Souvent des fermetures, souvent des hausses de matières premières, souvent des crises de l'énergie et autres. Et donc on voudrait montrer qu'il y a des nouveaux concepts qui se développent et des concepts qui durent dans le temps, qui sont viables économiquement. On compte plus de 3500 boulangeries en Belgique, dont 1200 en Wallonie. Mais en 10 ans, 25% d'entre elles ont fermé. La cause, les supermarchés qui, eux, ne proposent que du pain à la levure. Jerry Brusselmans. On ne va pas dire que ça va repartir vers une courbe positive. Par contre, pour se différencier, les boulangeries devront avoir cette offre qui est différenciante. Donc le levain en fait partie. Donc ces nouveaux projets au levain, selon nous, d'ici 4 ou 5 ans, il va progresser. Il est en courbe de progression. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu. Sophie Mascret a ouvert sa boulangerie à Nivelles en 2022. Elle propose un pain bio moins cher qu'en supermarché. La première chose, c'est d'essayer de se calquer au plus près sur la demande, en fait. Donc, ne pas avoir de reste d'invendus. Donc, une bonne gestion de son stock. Être au plus juste des coûts, en fait. Connaître les besoins en tant que boulangère, mais aussi chef d'entreprise. Connaître avec exactitude quelles sont les nécessités, la balance des charges et des recettes. Et donc, être d'accord avec le fait de ne pas être en surprofit. Le guide permet de trouver des boulangeries dans votre région et de contribuer au secteur. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, un expert vient analyser le cours des marchés. Aujourd'hui, Éric Joly, chief économiste chez ABN AMRO, analyse la situation économique des Pays-Bas qui va relativement bien. On a pu constater que le PIB du Pays-Bas ont connu une croissance de l'ordre de 0,80%, ce qui n'est certainement pas mauvais. C'est surtout dû aux dépenses du gouvernement ainsi que des ménages. Et le pourcentage, il plus ou moins en ligne avec ce que l'on a vu dans la zone euro, où là, on a vu une croissance de l'ordre de 0,40%. Et je dirais que c'est vraiment un bon chiffre si on fait la comparaison avec les années 2022-2023. L'une des causes de la stabilité du marché hollandais est l'influence des familles sur l'économie. Le revenu réel des ménages est en hausse, tout d'abord parce que l'inflation pour l'instant est relativement bien maîtrisée. De notre côté, on voit que les salaires sont toujours orientés à la hausse et donc il faut bien se dire que jusqu'il y a peu, nos amis hollandais, ils préféraient se désendetter, mettaient de l'argent de côté, économiser de l'argent. On voit que depuis un certain moment, ils s'intéressent de nouveau notamment à l'immobilier. Le gouvernement a également augmenté ses dépenses, creusant un peu plus la dette publique. On l'a bien vu, les dépenses pour l'instant sont là aussi orientées à la hausse, 0,80% en plus par rapport au même trimestre de l'année précédente. Il y a le constat qu'il y a un problème en matière de logement donc aux Pays-Bas et clairement le gouvernement essaie de trouver une parade à cette problématique justement en investissant dans le logement. De son côté, le marché du travail reste tendu, même si les tensions ont diminué ces derniers temps.
Il y a d'une part moins de demandes pour la main-d'œuvre qualifiée, d'autre part moins de jobs qui ont été créés, donc le taux de chômage légèrement en hausse par rapport à il y a quelques mois. Maintenant, à moyen terme, je pense que le taux de chômage restera à des niveaux relativement bas à cause notamment du vieillissement de la population. Les Pays-Bas dépendent des exportations qui sont en hausse de 0,40% par rapport au dernier trimestre. L'économie hollandaise, c'est une économie qui est très ouverte, donc très dépendante des relations internationales. Et il est vrai aussi que le partenaire privilégié, le partenaire le plus important pour les Pays-Bas, c'est l'Allemagne. On sait, les choses ne vont pas très bien en Allemagne, donc ça risque quand même de pénaliser la croissance de ce point de vue-là. L'élection de Donald Trump pourrait causer des difficultés au sein du marché de l'exportation et inciter les Pays-Bas à se concentrer sur leur marché interne. La tech au quotidien. Les journalistes de Trends Tendance épinglent une idée technologique qui boostera votre productivité. Pour terminer ce podcast, Christophe Charlot, journaliste chez Trends Tendance, analyse l'impact des outils de traduction basés sur l'intelligence artificielle, leur qualité et les implications pour les professionnels et les utilisateurs en 3 questions. Premièrement, le patron d'une entreprise du nom d'Unbabel, qui développe des outils de traduction, a récemment affirmé que l'intelligence artificielle dépasserait l'être humain d'ici 3 ans à peine. Aujourd'hui, on en est où ? Alors aujourd'hui, vous le savez, on a des outils de plus en plus nombreux pour traduire. Google Traduction, DeepL, ChatGPT, ce sont quelques exemples des plus connus. On peut évidemment y en ajouter des tas d'autres. Si vous cherchez sur Internet, il y en a vraiment plein. Comme Widen.ai de Unbabel que vous citiez. Cela dit, c'est vrai que malgré les grosses avancées de l'intelligence artificielle, il est quand même toujours nécessaire de faire réaliser une bonne vérification humaine. Le contexte, le sens, les nuances culturelles restent régulièrement mal comprises ou approximatives. N'empêche, c'est vrai que l'intelligence artificielle fait vraiment des miracles dans pas mal de cas d'usage grâce à sa rapidité, son efficacité. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ça remplace une intervention d'un traducteur humain pour des textes relativement basiques. Mais c'est vrai, il y a toujours les quelques petits pourcents qui sont pas terribles et qui font qu'on détecte en fait que soit il y a des erreurs et on détecte que c'est fait par une IA. Deuxièmement, c'est un outil que les entreprises doivent quand même utiliser. Au fait, la question, elle se pose même pas aujourd'hui. Les entreprises utilisent déjà ces outils au quotidien, pour la plupart, se passant régulièrement de l'appel à des traducteurs humains et elles préfèrent faire réaliser les trades par des logiciels et puis faire relire par un collaborateur en interne qui se débrouille pas trop mal en français et qui a un peu de temps. Il faut dire que c'est vrai, l'adoption de ces technologies présente pas mal d'avantages, notamment la réduction de coûts et le gain de temps combiné. C'est-à-dire que, par exemple, sur DeepL Pro, pour un petit abonnement à quelques dizaines d'euros par mois, vous pouvez déjà traduire des documents entiers en un seul clic. Vous uploadez votre document et tout sort traduit en conservant même la mise en page, les images intactes, etc. Donc le gain de temps est là et les entreprises l'utilisent d'ores et déjà, réduisant malheureusement l'appel à des traducteurs. Et pour finir, l'IA pourrait-elle dépasser l'être humain dans le monde de la traduction ? Alors difficile évidemment, sans boule de cristal, et puis personne, même les experts, ne savent vraiment si l'intelligence artificielle dépassera l'être humain. Ce sont les grandes questions liées à l'intelligence artificielle générale. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'y est pas tout à fait, même si on peut quand même qu'être bluffé par des traductions automatisées. C'est vrai qu'on peut déceler toujours quelques erreurs, quelques approximations, tout comme dans des textes réalisés par ChatGPT, mais ça progresse largement et ça fait aucun doute que ça devrait encore continuer vu les moyens colossaux qui sont investis pour doper l'intelligence artificielle. Ce qui est clair par contre, c'est que le rôle des traducteurs va évoluer. Les traducteurs humains devront adapter leurs compétences et aller vers des rôles qui sont un peu plus de la supervision de traduction automatisée ou même de l'édition de textes qui sont générés par l'IA, ou bien de la localisation culturelle, c'est-à-dire qu'ils vont devoir vérifier et adapter des traductions automatiques à des contextes locaux et culturels. Donc voilà, l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'intelligence humaine, même si de toute façon,
à mon avis, l'IA va continuer à progresser et va se rapprocher de la perfection en traduction. Mais c'est vrai que les rôles devront être redéfinis et les compétences nécessaires aussi dans les domaines de la traduction. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve demain pour vos analyses quotidiennes avec En Prime, une analyse inédite de l'impact de l'élection de Donald Trump sur l'Union européenne par Peter de Keyser. En attendant, restez à l'écoute de l'astuce en cybersécurité de la CCB. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. La mise en œuvre d'une solution antivirus sur tous les appareils est essentielle pour assurer une protection solide contre les cybermenaces. C'est un élément clé dans le niveau basique du Cyber Fundamentals Framework du Centre pour la cybersécurité Belgique. Cette solution doit être installée non seulement sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, mais aussi sur les appareils mobiles, les serveurs et les appareils IoT. Après tout, chaque appareil qui se connecte au réseau représente une passerelle potentielle pour les attaquants. Les cybercriminels développent en permanence de nouvelles techniques pour contourner les mesures de sécurité, ce qui signifie que les logiciels antivirus doivent être constamment mis à jour avec les dernières patchs de sécurité. La mise à jour automatique de votre antivirus garantit une protection optimale contre les menaces les plus récentes. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.